Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique ce soir. Je reçois sur ce plateau Marie-Luce Panchard. Marie-Luce Panchard qui vraiment, et on va dire à l'un des piliers, on pourrait dire, vous nous direz, de la région. Vous êtes aux côtés du président de région déjà depuis 2 mandatures. Alors, ce soir, on vous connaît aussi en tant que maire de la ville de Basse-Terre. Maintenant, vous êtes un petit peu dégagé, on va dire, de cela, mais vous continuez à œuvrer sur la commune de Basse-Terre. Donc, on va voir tout ça ensemble. Nous irons un petit peu sur le plan national, puisque aujourd'hui, beaucoup parlent du positionnement de la France, mais surtout des pays d'Europe, concernant la Russie, concernant Poutine, qui est rentré en Ukraine. Alors, est-ce qu'on doit avoir peur de ces avancées? Certains parlent déjà de 3e guerre mondiale. Comment concevez-vous la chose? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Je pense qu'il faut effectivement regarder les choses de près. C'est des choses où on peut considérer que Poutine avait préparé cette invasion de l'Ukraine, parce qu'en réalité, c'est une violation du droit international. Il est clair qu'on voit aujourd'hui que ces grands pays ne se parlent plus et que peut-être on aurait pu être dans l'anticipation, même si on connaît la personnalité de Poutine, il souffle sur le chaud, le froid. Mais je pense que la proximité de l'OTAN, Poutine n'a jamais accepté la création de l'Ukraine. Et le fait que l'OTAN soit si proche de la Russie, ce sont des choses effectivement sur lesquelles il fallait se douter que ces questions allaient revenir sur la table des négociations. Et en plus, il y a un problème pour la Russie parce qu'on sait que la Russie a toujours voulu, Poutine a toujours voulu avoir accès à la mer, et la Russie avait beaucoup de bases militaires dans ce secteur. Donc, même s'il y a eu ces accords de Minsk, on sait très bien que tout ça a été très fragile. Et là-dessus, on voit que l'Europe a perdu un peu de son aura et que l'Europe... Ça date pas de maintenant pour l'Europe, Je pense que les choses se sont dégradées parce que le président Chirac avait une position très forte dans son discours. Souvenez-vous, le président Nicolas Sarkozy avait pu négocier au niveau de la Géorgie, même si les choses se sont avérées plus complexes par la suite, mais la France avait une parole qui était entendue. Et on a eu le sentiment que le président Macron était un peu seul, même s'il exerce la présidence du Conseil européen. Et puis, l'Amérique s'est un peu désengagée de tout cela, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul grand pays qui peut vivre en autarcie. Et on voit bien ce qui est en train de se jouer avec un chantage sur les questions économiques. C'est extrêmement complexe. Mais en tout cas, je considère qu'il faut que le droit international soit respecté. Et je trouve que même si on sait que ça va être compliqué, j'apprécie les mesures qui ont été prises, les sanctions économiques, parce qu'on ne peut pas laisser. Parce que quelque part, c'est une forme de dictature. Il se comporte comme un dictateur. On pourrait dire un dirigeant autoritaire, mais moi, je considère que c'est un dictateur. Le laisser faire ainsi avec l'Ukraine, demain, est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce que certains pays européens ne l'ont pas cherché aussi? Si on doit remonter dans le passé, la diplomatie, c'est quelque chose de très complexe. Ce qui importe, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'il y a des traités, lorsqu'il y a des accords, il faut que les États respectent ces accords. Parce que tous les États doivent respecter ces accords. Et si dans cet accord, il y avait peut-être nécessité d'avoir ce dialogue pour préciser de nouveau les choses, notamment par rapport au problème de l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN, je crois que Poutine aurait dû réclamer ce sommet pour clarifier la position des Européens, la position des États-Unis. Mais est-ce que c'était vraiment sa stratégie, ou est-ce qu'il n'a pas laissé cette situation un peu se déliter pour pouvoir mieux justifier le fait qu'il vienne en appui de ces
pro-russes qui aspiraient à leur indépendance. Donc tout ça est très bien calculé parce que derrière, il y a quand même une volonté de faire en sorte qu'on recrée cette grande Russie dont il a la nostalgie. Il ne faut pas oublier le parcours de Poutine. C'est quand même quelqu'un qui vient du KGB. On sait quand même son histoire politique et il faut avoir tout ça en tête. Alors, quand on voit la proximité de la Chine, puisqu'on peut dire que Poutine et la Chine cheminent ensemble, est-ce que Poutine doit avoir peur des sanctions des pays européens? Il est certain qu'aujourd'hui, c'est vrai que les pays européens peuvent faire sans la Russie. Il va y avoir vraisemblablement des dégâts collatéraux. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que le droit international, on puisse le faire respecter. Parce que après, ce sont des rapports de force. Et je crois qu'on doit toujours rechercher les moyens pour maintenir la paix sociale, en fait, et la paix dans le monde. Et ça, c'est quelque chose que je pense que ce que les Européens ont vécu avec la Deuxième Guerre mondiale, avec... et d'ailleurs, l'Europe a été créée justement par rapport aux dégâts de la Deuxième Guerre mondiale. Des dégâts de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'Europe est dans son rôle. Beaucoup pensent que l'Europe n'a aucun moyen de peser. Je pense que non. Je pense que l'Europe doit pouvoir se construire parce que l'Europe est un modèle, est un exemple, notamment autour de ces questions, parce que c'est la paix qui a permis à l'Europe de se construire et de montrer que on peut avoir demain des pays prospères sans forcément être dans ces relations. Alors la paix autour du commerce. Oui, parce que la mondialisation, l'économie fait que bien souvent on mélange l'économie et la politique, mais aussi il faut chercher à apporter du bien-être à la population. C'est pas tout d'être une grande puissance si on a un peuple qui ne mange pas à sa faim, un peuple qui souffre. Et on a vu, et c'est peut-être ça dont Poutine avait très peur, c'est qu'en fait l'exemple de la Pologne a montré que la Pologne, en se séparant de l'URSS, est devenu un territoire, un pays prospère. Et l'Ukraine, quand l'Ukraine demande son adhésion, c'est ce que l'Ukraine cherche. En tout état de cause, peut-être qu'il y avait matière à préciser. Certains disent qu'on aurait pu avoir un pays qui ne rentre pas dans l'OTAN, un pays neutre, comme ça existe en Autriche, au niveau de la Finlande, et ça n'empêche pas ces pays ne faisant pas partie de l'OTAN de devenir prospères. Tout ça, ça pouvait se négocier, mais je ne suis pas sûre que le travail diplomatique, Poutine voulait vraiment ce travail diplomatique. C'est maintenant qu'il a pris une position très forte, qu'il ouvre cette possibilité, mais les Européens et les Américains ne sont pas dupes. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a un grand président français? Je crois sur des questions internationales, quel que soit le président, quelles que soient les sensibilités politiques que nous avons, nous devons être derrière le président de la République. Je pense que la nation doit faire corps sur des sujets parce que c'est très compliqué de dire si j'étais en responsabilité, j'aurais pu faire différemment. La diplomatie, c'est quelque chose qui n'est pas simple. En tout état de cause, il faut toujours être derrière le président de la République lorsqu'on est sur des sujets aussi sensibles que ceux qui concernent aujourd'hui la place de l'Europe par rapport au conflit entre l'Ukraine et l'Union soviétique. Voilà, c'était juste cette petite partie sur le plan national et international. Alors, je voudrais juste ajouter que je trouve quand même que les Guadeloupéens que nous sommes, nous nous intéressons à ces questions parce que dans les conversations, on parle effectivement de ce conflit et ça montre effectivement qu'on est ouvert sur le monde et qu'on regarde ces questions parce qu'elles peuvent demain impacter indirectement, notamment par rapport à l'augmentation des matières premières. Ça peut avoir des incidences sur le quotidien. Même si c'est très loin de nous, ça peut nous toucher indirectement, ce type de conflit. Voilà, alors maintenant, ça nous permet de rebondir sur les prochaines élections présidentielle. Alors aujourd'hui, on a assisté au positionnement de certains de nos élus, notamment Dari Chalus, qui lui dit voter Emmanuel Macron, qui dit être aux côtés d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous partagez son positionnement? Moi, je n'ai pas entendu le président dire qu'il était aux côtés du président Macron. Il a expliqué sa position
lors de la précédente élection présidentielle. Il a apporté son parrainage, Oui. mais il a très clairement indiqué pourquoi il l'avait soutenu et qu'aujourd'hui, il laissait les Guadeloupéens faire ce choix. Je crois qu'il l'a dit Mais s'il a dans les parrainé, médias. c'est qu'il adhère à la Parrainer politique ne veut pas dire d'Emmanuel Macron. soutenir. C'est bien souvent parce que on fait ce raccourci qu'aujourd'hui, vous avez des personnalités qui n'ont pas de parrainage. Vous pouvez très bien parrainer un candidat parce que vous estimez... Un seul candidat et pas revenir sur votre décision, Non, c'est mais que c'est un choix réfléchi. vous pouvez parrainer un candidat parce que vous estimez que pour le débat démocratique, il est important qu'il puisse être candidat au regard de, je dirais, du courant politique qu'il représente, ce d'autant qu'il y a des chiffres qui montrent que c'est un courant qui est important. Une élection présidentielle au niveau national sans la présence de Marine Le Pen, quand on sait que le Rassemblement fait plus de 11 millions de voix en France métropolitaine, cela veut dire très clairement qu'il n'y aurait pas de débat si elle n'est pas candidate. Donc on peut vouloir parrainer un candidat, mais cela ne veut pas dire qu'on le soutient. C'est d'ailleurs ce que fait aujourd'hui le président de l'association des maires qui parraine Jean-Luc Mélenchon parce qu'il considère que Mélenchon doit être candidat alors qu'il soutient Valérie Pécresse. Mais cette subtilité, depuis qu'on a levé l'anonymat au niveau des parrainages, le citoyen ne l'a pas, ne le fait pas, et c'est bien pour cela qu'on n'a pas le nombre de parrainages suffisant pour permettre à des candidats qui normalement doivent participer à cette élection se trouvent en difficulté. Mais cela étant, je pense qu'il y a une petite part de mise en scène. Ça a toujours été le cas pour le Rassemblement national. Souvenez-vous, Monsieur Jean-Marie Le Pen qui hurlait parce qu'il n'avait pas les parrainages. Il était venu au Conseil constitutionnel. La dernière fois, Marine Le Pen a dit exactement la même chose. Moi, je crois profondément qu'ils auront ces parrainages et qu'ils pourront se présenter aussi bien Marine Le Pen qu'Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Donc, on peut parrainer n'importe qui sans pour autant adhérer à la politique et à ses idées. Voilà. Ouais. Enfin, c'est un peu compliqué et la population, est-ce qu'elle est à même de comprendre cela? Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup considèrent aujourd'hui qu'il faut revenir et peut-être remettre l'anonymat. C'est ce que vient de dire une ancienne candidate, Madame Ségolène Royal, qui propose effectivement qu'on remette de nouveau cet anonymat pour permettre que l'appréciation de l'élu qui parraine soit vraiment au regard de ce que représente le candidat pour permettre un vrai débat démocratique par rapport à des programmes, des orientations qui sont différentes et le citoyen doit pouvoir choisir en fonction des différents projets qui lui sont proposés. Est-ce que vous auriez pu parrainer Emmanuel Macron? Moi, j'aurais pu parrainer Emmanuel Macron, comme j'aurais pu parrainer Madame Pécresse, comme j'aurais même pu parrainer Monsieur Mélenchon. Ça ne me gêne nullement, mais simplement le fait de parrainer, on vous assimile en termes, je dirais, de positionnement politique. Et moi, dans cette élection, je considère qu'on demande souvent, maintenant au territoire d'outre-mer, au territoire ultramarin, on n'entend pas les partis politiques pendant 5 ans. Lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous sommes confrontés, sauf lorsqu'il y a une vraie crise sociale, on n'entend pas des prises de position sur effectivement notre agriculture, sur le fait qu'il faut peut-être aller plus vite vers la transition écologique. On n'entend pas de position des partis politiques pendant toutes ces périodes. Et quelques mois avant une élection présidentielle dont on sait qu'on ne pourra pas peser sur le résultat, on vient chercher un soutien. Moi, je crois qu'au contraire, il faut peut-être renverser les choses. C'est faire des propositions, c'est de dire voilà ce que nous souhaitons pour les 5 ans en termes de priorité pour le développement de notre territoire et de dire aux candidats, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Quel engagement vous prenez par rapport à ces propositions, ces priorités, parce que nous y avons travaillé tous ensemble. Et est-ce que vous prenez l'engagement que si vous êtes élu, vous allez mettre en œuvre et dans 5 ans, nous allons vous juger par rapport à cette plateforme qui est la nôtre et pas simplement soutenir parce qu'il y a eu un programme décidé et pensé de Paris. Je pense qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens aspirent
à ce qu'il soit aussi force de proposition. Et d'ailleurs, on voit peut-être que les choses vont changer. Il n'y a pas un engouement pour cette élection présidentielle, même si au détour d'une conversation, les uns parlent qui va gagner cette élection. On a surtout le débat autour de la droite et l'extrême droite qui va se retrouver au deuxième tour. Mais il n'y a pas vraiment, je dirais, un échange profond sur le programme, sur le pouvoir d'achat, sur le fait que la dette a considérablement augmenté. Moi, je me souviens quand j'étais en responsabilité, quand on parlait de la situation du déficit qui représentait 65% du PIB, on se disait, mais si on arrive à 80%, ça va être la catastrophe, on va être en faillite. On a dépassé, on est à plus de 120%. Et on ne parle pas de ces sujets alors que ça va avoir des conséquences très graves. Mais j'allais même y arriver pour nous, avec vous, de toute façon. Même pour nous, oui. Quel que soit le président de la République qui sortira des urnes au mois d'avril, je suis convaincue que nous irons vers une politique, peut-être pas d'austérité, mais une politique de rigueur budgétaire. Et pour le coup, la Guadeloupe, les territoires ultramarins, si nous ne sommes pas en capacité de définir des priorités, nous allons subir. Et c'est là qu'on va peut-être créer encore des conditions d'une nouvelle crise sociale. Et ça, je ne le veux pas. Alors ça, je ne le veux pas pour la Guadeloupe. Alors ça, on peut le dire, on n'en parle pas beaucoup de cette situation de la France. Et aujourd'hui, on est sur une mobilisation sociale. On a vu l'économie, comment elle a été mise à mal. On a vu aussi les positionnements des uns et des autres. Et je me rappelle quelqu'un qui disait, il y a quelques années sur ce plateau même, que la personne qui pouvait contenir les choses, qui pouvait sortir la Guadeloupe du marasme et surtout tenir tête, c'était Lucette Michaux-Chevrier. Et quand elle s'en ira, il n'y aura plus personne pour sauver la Guadeloupe, il n'y aura plus personne pour soutenir la Guadeloupe. Est-ce qu'on peut dire que c'était le dernier rempart et qu'aujourd'hui, il faut s'inquiéter des sujets brûlants au niveau de la Guadeloupe, notamment des sujets économiques? C'est difficile pour moi, vous pouvez l'imaginer, de parler de Lucette Michaux-Chevrier. C'est ma mère, en plus, elle vient de nous quitter. C'est encore très difficile. Mais ce que je veux dire, au-delà de la mère, des relations familiales, et puis très difficile pour moi, Lucette Michaux-Chevrier a incarné quelque chose qui, dans l'inconscient des Guadeloupéens, représente une parole forte qui était entendue. Et aujourd'hui, je pense que les Guadeloupéens que nous sommes, nous avons le sentiment de ne pas être entendus. Et qu'en plus, il y a une difficulté à parler aux Outre-mer, à parler aux Guadeloupéens. Et je pense que l'équipe qui va être en place, il faudra qu'elle apprenne de nouveau à entretenir ces relations, non pas dans un affrontement, mais vraiment que le gouvernement, que les ministères soient là pour être dans un partenariat fort, mais à partir d'une construction qui vienne du territoire. Et c'est ça qui faisait sa force, parce qu'elle faisait émerger ce que les Guadeloupéens avaient envie de voir soutenir par l'équipe qui était en responsabilité. Elle n'était pas chiracienne au sens où elle adhérait aux logiques et à l'idéologie des partis de droite. Je ne le pense pas. Elle avait vu en l'homme Jacques Chirac quelqu'un qui avait cette capacité d'écoute lorsqu'elle exprimait la voix des Guadeloupéens. Et c'est ce que nous avons besoin. Et c'est ce que les Guadeloupéens recherchent aujourd'hui. Et ils nous disent très clairement, dans notre façon d'exercer le pouvoir, d'exercer nos responsabilités, ils nous demandent de faire cette différence entre droite et gauche. Ça n'a pas beaucoup de sens. Mais de parler d'une même voix pour que nous arrivions à faire bouger les choses. Parce qu'on a le sentiment, et c'est pour cela que je dis qu'on n'arrive plus à nous parler, on n'arrive plus à nous entendre, on a envie d'enfermer nos territoires dans la norme. On a envie de nous enfermer dans le droit commun, alors que la Constitution, alors que les lois de la République permettent de prendre en compte ces particularismes. Et dès lors
qu'on essaie d'expliquer cela, on nous dit, vous voulez moins d'État, vous voulez vous séparer de cette relation privilégiée avec la nation et vous voulez aller vers une autonomie. Oui, non, mais pas n'est-ce pas parce qu'il n'y a forcément. pas un discours clair, il n'y a pas une orientation franche, alors ni droite ni gauche, pour ça. Je pense que cette on l'a orientation connu, mais- est en train de se construire. L'exemple, c'est ce qui s'est passé au moment de cette crise. Oui. Regardez la plateforme qui a été élaborée entre les deux exécutifs, discuter avec les parlementaires qui ont porté cette plateforme, même si nous n'avons pas tous les mêmes opinions politiques, nous avons fait un travail qui consiste à dire, au travers effectivement des programmes qui ont été mis en œuvre, des programmes en cours, des contrats de convergence qui sont signés avec l'État, des engagements politiques pris les uns par les autres, faisons un inventaire de tout cela et essayons de dégager des priorités. Nous l'avons fait. Nous avons dégagé des Oui, mais priorités. il y a une réalité, Marie-Luce Panchard, les élus n'ont plus la cote auprès de la population guadeloupéenne. L'État n'entend pas les élus, puisque c'est ce qu'ils disent. Donc, Mais l'État la aussi a population, joué. donc, Vous à qui savez, la faute, je serais tentée de dire. vous savez, dans cette histoire, je pense que tout le monde avait intérêt à cette division. Parce qu'on dit bien, diviser pour mieux régner. Si vous êtes unis, si vous êtes dans une plateforme avec des propositions partagées par un plus grand nombre, par tous, c'est très difficile pour un État, pour un gouvernement, de ne pas suivre les préconisations qui viennent d'un territoire. En revanche, surtout lorsqu'on a des problèmes budgétaires, lorsqu'on voit que les élus ne sont pas d'accord sur l'objectif ou sur les orientations, c'est très facile de dire, quand vous serez d'accord entre vous, nous allons vous accompagner. Donc, pour des raisons budgétaires, parfois l'État avait intérêt à repousser certaines échéances. Et d'un autre côté, certains qui n'arrivent pas à avoir cette légitimité de manière démocratique ont eu la tentation de donner tous les ingrédients d'une crise sociale pour dire que les élus ne sont pas légitimes, mais c'est nous qui représentons la population. Or, dans une démocratie, que l'on veuille ou pas, ce sont les élus qui peuvent discuter, même si je ne sous-estime pas la légitimité des représentants syndicaux, de la société civile. Mais j'ai entendu récemment un auditeur dire très clairement, voyez-vous, c'est lorsqu'effectivement les élus ont fait cette plateforme, même si on peut les critiquer, c'est maintenant que le gouvernement va avoir un document sur lequel il va pouvoir travailler. Avant, on est resté 8 mois et on n'a pas pu avancer. Donc, faire fi de la démocratie, décrédibiliser la classe politique, je ne suis pas persuadée que ce soit une solution. Si les élus ne sont pas bons, eh ben on les change. Il y a des élections, c'est fait pour cela. Un élu qui ne remplit pas ses obligations, ses responsabilités, qu'on considère qui porte des projets qui ne sont pas bons pour la Guadeloupe, eh ben, on le fait savoir au travers de son bulletin de vote. Mais on ne peut pas dire que des élus qui ont une légitimité, elle est récente. Le conseil régional vient d'être renouvelé. Le conseil départemental, le président Losbar, ça fait à peine 3 mois qu'il est président. Le président Chalus, ça fait 1 an à peine qu'il est renouvelé. Les maires ont tous été renouvelés. On ne peut pas dire, on prend tout ça, on met de côté et on va négocier. Mais ça ne fonctionne pas. Et on voit bien qu'il faut que le jeu démocratique puisse jouer son rôle. C'est comme cela qu'on va avancer. Est-ce que la population peut réellement compter sur ses élus pour défendre ses intérêts? Aujourd'hui, c'est la question que cette population se pose. Je pense que la confiance, c'est le mot qu'il faut employer dans ce cadre-là, doit se faire des deux côtés. Vous savez, c'est comme un divorce. Il faut qu'il y ait un pas des deux côtés. Il ne peut pas y avoir simplement les élus qui doivent faire des efforts en termes d'une meilleure utilisation de l'argent public, sur le plan de la moralité, et de l'autre côté, une population qui refuse de voir l'implication des élus, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives. Il y a des moments donnés, les équipes en place ont porté des projets, il y a eu des résultats, peut-être pas dans le temps qu'on pouvait espérer, mais les résultats arrivent au fur et à mesure. Et puis, je pense qu'il faut qu'on apprenne à dialoguer, à expliquer. Les élus
ont bien conscience aujourd'hui qu'il y a une forte attente de la population. Mais la population doit aussi comprendre que la fonction d'élu devient extrêmement compliquée parce que aujourd'hui, on n'est pas simplement dans une démarche qui consiste à défendre les intérêts d'une population, des individus par rapport à une souffrance, puisque lorsque le législateur vient cadrer tout cela et voit des conflits d'intérêts partout, si vous soutenez une association et que par hasard vous avez un membre de votre famille à l'intérieur de cette association, vous ne le savez même pas, on vous trouve un conflit d'intérêts, vous comprenez que dans ces attitudes-là, les élus sont parfois en retrait aujourd'hui. Donc, il faut aussi comprendre que la fonction d'élu devient extrêmement difficile et que les marges de manœuvre qu'un maire pouvait avoir il y a 10 ans, il ne les a plus. C'est peut-être bien pour la démocratie. Pourtant, les mêmes promesses se font d'élection en élection. Les mêmes promesses se font, mais aussi, il faut savoir, est-ce que la population souhaite entendre la vérité? Parce que bien souvent, les élus choisis par la population sont ceux qui font le plus de promesses. Et ceux qui disent la vérité, parfois, ne sont pas choisis par cette population. Parce que la population a envie d'entendre ce qui lui ferait plaisir, même si elle a peut-être envie de faire confiance aussi. Elle a peut-être envie de faire confiance, mais il y a un principe aussi de réalité. Quand on promet, tout est au contraire. Quand on dit, lorsque je serai en responsabilité, je vais régler le problème dans la ville et que 100 jours après, tout sera propre, tout sera nettoyé, il y aura de l'éclairage public alors que la ville est endettée, je pense que le citoyen doit aussi faire la part des choses et de se dire mais c'est pas possible. La Chambre régionale des comptes vient d'annoncer un déficit. C'est pas le changement d'équipe qui fera qu'en 3 mois on va régler le problème. Mais est-ce que le citoyen veut entendre ce discours qui est un discours de vérité ou est-ce qu'il veut continuer à espérer? C'est pour cela que je dis qu'il faut un pas des deux côtés, un pas des élus vers effectivement cette population pour on soit plus engagé vers des objectifs et se dire qu'il faut que nous ayons des résultats avec un calendrier, que les choses soient très clairement dites. Ça, je suis d'accord avec vous. Et en même temps, que le citoyen entende les difficultés qui sont les nôtres. Et bien souvent, ces difficultés, ce n'est pas nous qui cherchons à les mettre en place. Elles s'imposent à nous au niveau de la réglementation. Quand vous voulez aménager le littoral, et que vous devez à la fois interroger l'ADA, interroger l'Agence régionale de la biodiversité, l'ONF, le parc, le maire, etc., vous avez des délais considérables et que cette question du bloc des compétences et se dire qu'il faut peut-être revoir la répartition des compétences pour qu'il n'y ait qu'une personne de responsable et qu'on puisse bien l'identifier de manière à voir comment elle travaille pour qu'après on puisse juger, c'est un vrai sujet et je dis que ce n'est pas un sujet qui concerne uniquement la Guadeloupe, qui concerne nos territoires, puisque aujourd'hui, ce sujet est sur la table par beaucoup d'élus, par beaucoup de présidents de région en France. Alors, permettez que je puisse revenir sur certains de vos propos, notamment concernant la situation financière de la France. Et puis, on se dit que le président de la République, on a bien entendu, prenez-vous en main, essayez d'être imaginatif. Rappelez-vous Nicolas Sarkozy à Petit Bourg, ce qu'il avait dit. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve avec une France en grande difficulté, on va dire, financière, et une Guadeloupe qui dit, oui, mais de toute façon, il faut que la France fasse sa part, il faut que la France puisse aider sur l'eau, sur d'autres sujets, il faut que la France puisse faire sa part. Alors, est-ce que là aussi, ce n'est pas peut-être mener cette population en bateau, puisqu'on connaît la situation financière de la France? On connaît la situation financière de notre pays, mais il y a bien des territoires qui ont bénéficié d'une forte solidarité de la nation. Et dans le domaine de l'eau, l'eau c'est la vie, c'est une question de santé, c'est une question de développement. Je considère que l'État a pris trop de temps pour se positionner sur ce dossier. Et c'est au bout de la mandature qu'effectivement, il y a eu cet engagement de participer aux travaux d'investissement qui sont nécessaires pour rétablir une distribution de l'eau. L'État surtout dit, Marius Panchard, l'eau, ce n'est pas notre affaire, mais nous vous aidons. Nous sommes prêts à vous aider. Oui, mais dans cette affaire, oui, mais il ne suffit pas de renvoyer la balle en disant c'est pas moi, c'est la faute des autres.
parce que, vous l'avez vu, on a accusé la communauté du Grand Sud Caraïbe d'être responsable du déficit de cette collectivité. Et vous avez vu, le président Abelli dit très clairement comment je peux payer une eau que je n'ai jamais eue. Et que pendant longtemps, on a laissé faire des fermiers qui n'ont pas fait les travaux de réparation et que l'État porte aussi une responsabilité en termes de contrôle des marchés publics, en termes du contrôle des missions de service public. Donc, moi, je ne suis pas là pour dire c'est la faute de l'État, c'est pas la faute des collectivités. Je considère, dans ce dossier, tout le monde a fauté. Et plutôt que d'essayer de passer un peu la patate chaude aux autres, moi, je trouverais normal que les collectivités majeures s'impliquent fortement, ce qu'elles ont fait, aussi bien la région, le département, et que l'État y contribue, puisque nous aussi, nous avons été chercher des fonds européens pour accélérer le programme. L'objectif, ce n'est pas de dire que nous n'y arrivons pas. Nous disons très clairement que si l'État contribue, il va permettre de réduire ces délais, parce qu'on ne va pas attendre 20 ans ou 30 ans pour régler le problème de l'eau. Donc c'est ce qu'on demande à l'État, plutôt que de se poser d'autres questions qui sont peut-être des questions essentielles autour effectivement du réchauffement climatique, de cette transition écologique que nous devons faire. Avant de penser à ça, s'il y a bien une priorité, c'est celle-là, parce qu'on ne peut pas imaginer un développement des entreprises, on ne peut pas imaginer un tourisme si on ne règle pas des équipements qui sont fondamentaux à la vie du citoyen. Donc je prends cet exemple-là comme je pourrais prendre d'autres. Et moi, je ne veux pas qu'on nous oppose chaque fois qu'on demande ce partenariat à l'État. Ben, on nous dit, voilà, vous demandez toujours de l'argent à la France et vous n'arrivez pas à vous assumer. Mais quand la Bretagne demande, quand l'Occitanie demande, quand le nord de la France demande par rapport effectivement à ces déserts ruraux, un accompagnement très fort, on ne pose pas toutes ces questions. Quand Alstom a fermé et qu'il a fallu faire ses reconversions industrielles, l'État a mis beaucoup de moyens. Je ne vois pas au nom de quoi. C'est choquant. On appartient Alors l'État à parle une de mauvaise gestion des élus et qui devrait assumer. Je vais vous dire quelque chose, Madame Boissier, j'aimerais bien. Pourtant, j'ai été en responsabilité. J'ai vraiment eu le sentiment pendant des années que l'effort de la nation était très important. Je pense que l'effort continue, la solidarité est là, mais quand on voit les mécanismes financiers, je pense qu'il faudrait, à un moment donné, faire un diagnostic, un bilan de savoir combien arrive sur le territoire et combien repart au travers de la TVA, des impôts et de la circulation, je dirais, des moyens. Moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas forcément dans une position si favorable qu'on nous laisse entendre. Et bien, parfois, on a le sentiment qu'on cherche à nous culpabiliser comme si nous étions des territoires privilégiés par rapport à d'autres régions qui sont fortement soutenues. Je ne dis pas ça pour me comparer. Je dis simplement, ne soyons pas complexés d'avoir cette solidarité. Cette solidarité, elle doit s'exercer, mais il faut qu'elle s'exerce de manière intelligente, qu'on ne soit pas infantilisé, mais qu'on soit considéré comme des personnes responsables, en capacité de porter les projets, et que l'État soit là comme un vrai partenaire qui discute avec nous et qui accompagne. Quand on n'a pas d'argent, est-ce qu'on peut être un vrai partenaire? Mais bien sûr qu'on peut être un vrai partenaire. C'est toute une question de respect, parce que les élus, parce que la population, je dirais le citoyen guadeloupéen, il a une légitimité. C'est son territoire. Donc l'État a une responsabilité aussi et on doit respecter un État puisqu'il y va des finances publiques. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour les institutions. Donc je trouve que les chambres régionales des comptes sont là pour rappeler un certain nombre de choses. Mais je crois qu'il ne faut pas laisser véhiculer dans la société guadeloupéenne le fait que nous ne soyons pas en capacité de le faire. Nous sommes en capacité de le faire, aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine économique. Alors comment justement l'Assemblée régionale pourra protéger l'économie locale? L'Assemblée régionale a joué son rôle, l'État a joué son rôle, je dis très clairement, par rapport à cette crise qu'on a vécue, cette crise sanitaire. Vous avez vu avec le financement d'activités partielles, avec le fonds de solidarité. Nous avons mis en place aussi un fonds d'urgence régional. On a mis en place un pré-rebond. On a mis en place un fonds de résilience. On a été à côté, effectivement, des entreprises pour leur permettre de passer cette difficulté. Mais
Ça, c'est quelque chose qui a fonctionné. Donc, la région, dans son rôle en tant que chef de file du développement économique, a pu effectivement éviter une catastrophe sur le plan social. Mais si nous avons le sentiment, et ça je veux le dire, que malgré toutes ces aides, l'économie de la Guadeloupe a beaucoup souffert, oui, elle a souffert. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que tous ceux qui vivent de l'économie informelle, parce qu'on sait bien qu'en Guadeloupe, on a une économie informelle qui occupe une place importante et qui fait vivre beaucoup de familles guadeloupéennes. C'est vrai que cette activité-là n'a pas pu bénéficier de tous les dispositifs qui ont été mis en place au moment de la crise. Et c'est vrai que c'est elle qui a essentiellement souffert, et c'est pour cela qu'on assiste à une montée de la précarisation et qu'on assiste à une montée effectivement du chômage et des gens en grande difficulté. Même si, quand on regarde les chiffres de l'INSEE, moi je m'attendais à voir des données beaucoup plus catastrophiques après ces 2 années de crise sanitaire que nous venons de vivre. Mais il ne faut pas regarder simplement cette période-là, il faut regarder l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est essayer de repérer quels sont les secteurs qui potentiellement peuvent permettre à la Guadeloupe de créer de la richesse, parce que lorsqu'on crée de la richesse, on règle le problème de l'emploi. Et on voit bien que le numérique, on a une carte à jouer, parce que du coup, le marché mondial, il est ouvert à tous les Guadeloupéens. Donc vous croyez à la relance économique? Moi, je crois à la relance économique. On a un secteur aussi qui est très porteur avec la transition écologique qui va faire qu'avec toute cette richesse que nous avons au niveau de la biodiversité, nous pouvons développer des tas de filières qui sont porteuses d'avenir. On peut être un pôle d'excellence sur les énergies renouvelables. Il y a tous ces secteurs qu'il faut pouvoir soutenir. Et puis, il faut soutenir aussi l'innovation. La population est vieillissante. On a beaucoup de métiers, beaucoup d'entreprises qui se créent autour des prestations de services. Et là, il y a des opportunités. Et d'ailleurs, on voit des jeunes s'engager dans cette voie-là. L'agriculture ne se pratique plus de la même manière. Le numérique rentre dans l'agriculture. Les modes de distribution... Donc, vous dites aux chefs d'entreprise qu'il y aura de beaux jours d'ici quelques temps. Je ne veux pas qu'on donne le sentiment que Mme Panchard est en décalage par rapport à la situation. J'ai bien conscience que les choses sont difficiles. Mais je n'ai pas envie simplement de dire ce qui est difficile, parce que ce diagnostic, je dis, il y a beaucoup de médecins en Guadeloupe pour faire un diagnostic négatif de la Guadeloupe. Mais des médecins qui proposent des remèdes, je n'en trouve pas beaucoup. Donc moi, j'ai plutôt envie de parler de ceux qui peut apporter quelque chose à la Guadeloupe, parce qu'il faut un peu donner d'espoir, de dire que tout n'est pas perdu. Et moi, j'étais ce matin à la présentation des travaux, vous savez, de l'association Alévini, qui a fait cette plateforme numérique pour essayer de récupérer tous les potentiels en termes de ressources, de compétences dont la Guadeloupe a besoin. J'ai trouvé, au travers de la discussion, des jeunes qui croient en l'avenir de leur territoire. Et ça fait chaud au cœur de se dire que si peut-être notre génération, nous doutons, il y a quand même un peu d'espoir dans cette société. Il faut pouvoir soutenir ces espoirs. Alors, autre sujet, on ne vous a pas beaucoup entendu à l'occasion des contestations sur le pass vaccinal. Êtes-vous pour le respect de la loi et rien que la loi? Sur un sujet aussi sensible que celui-là, je dis qu'on est dans une démocratie et qu'il faut respecter la loi. Parce que si on ne respecte pas la loi, c'est la porte ouverte à toutes les difficultés par la suite. Pour autant, je considère qu'il y aurait pu avoir une écoute beaucoup plus forte, parce que la situation des personnes concernées, notamment celles qui se sont retrouvées sans ressources, je pense qu'il y aurait pu avoir des solutions. Parce que on Qui peut pas... pouvait apporter ces solutions? Je pense que les solutions viennent de l'employeur. Lorsque vous perdez votre emploi, vous êtes dans une entreprise privée, vous avez des allocations. Vous ne vous retrouvez pas du jour au lendemain sans revenu. On a quand même mis un certain nombre de fonctionnaires dans des situations extrêmement difficiles. Et je crois qu'on aurait pu avoir cette écoute pour ne pas cristalliser, je dirais, une difficulté là où on aurait pu trouver ensemble des solutions. Donc le chef d'entreprise aurait dû
pas le chef se d'entreprise, positionner. l'employeur aurait pu effectivement maintenir les salaires, voire au travers d'une reconversion, mais ne pas laisser un certain nombre de personnels sans revenu du jour au lendemain. C'est pas acceptable et on peut comprendre cette souffrance. Même s'il y a eu une volonté très forte d'expliquer qu'effectivement, et moi j'y crois fortement, je suis vaccinée, j'ai pris les 3 doses, c'est un choix personnel et je dis très clairement, on n'avait pas d'autre solution pour faire face à cette pandémie. Mais en même temps que vous avez une position qui est la vôtre, dans une société, il faut toujours avoir ce discours, ce dialogue qui doit s'instaurer. On ne peut pas être en rupture. Et on voit bien que ça va être très compliqué entre un pass vaccinal qui, aujourd'hui, le gouvernement a accepté qu'il soit décalé pour la Guadeloupe et en même temps, il n'est même pas appliqué pour notre territoire, que peut-être il va être supprimé au niveau national. Tout ça fait que... Supprimé, bon, il y a des choses qui se jouent... ou levé, on ne sait pas, mais en tout cas, ça ne permet pas d'avoir une explication qui ferait que les gens seraient dans une relation de confiance sur ce sujet-là. Nous sommes presque arrivés malheureusement au terme de cette émission, puisqu'il y a encore beaucoup d'autres questions qui auraient pu vous être posées. Alors, il se dit que vous avez quelques ambitions pour les prochaines élections législatives. Est-ce vrai? Sans langue de bois. Sans langue de bois, je dirais que ce sont plutôt les autres qui ont une ambition pour moi. Effectivement, beaucoup d'observateurs de la vie politique m'ont contacté et ont considéré qu'effectivement, à l'occasion des prochaines échéances, en particulier les élections législatives, dans la 4e circonscription, je pourrais envisager de présenter ma candidature. Je regarde, j'observe, je dis la chose suivante. J'y réfléchis, je suis quelqu'un de profondément réfléchi, je ne prends pas une décision comme ça. On ne se dit pas, on va à une élection parce qu'on a envie, même s'il faut de l'ambition. En tout cas, je le ferai en regardant 2 choses. J'appartiens à une majorité régionale et j'appartiens à une majorité communautaire. Je ne ferai rien qui viendrait mettre en difficulté ces majorités. Et puis, dans ce qui va peser dans ma décision, c'est de savoir, est-ce que, à ces responsabilités, je peux être utile à mon pays Guadeloupe? Parce qu'effectivement, j'ai un parcours politique qui peut être intéressant pour une fonction comme celle d'être député de la Guadeloupe, mais on peut être utile à d'autres fonctions. En tout cas, tout ça va être examiné et je prendrai ma décision le moment venu. Mais en tout cas, c'est vrai, Yves Lisboisé, je réfléchis à peut-être présenter ma candidature. Je n'ai pas pris la décision. Alors, le maire de Basse-Terre a dit qu'il faudrait que cette circonscription reste à gauche. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Ce n'est pas lui qui décide, ce sont les électeurs qui décideront quel sera celui ou celle le mieux placé pour représenter cette circonscription, surtout dans le Grand Sud Caraïbe. Il y a vraiment à prendre en compte, notamment des sujets qui me préoccupent énormément, c'est toutes les questions de péréquation, parce que nous sommes une zone défavorisée au niveau de la Guadeloupe et il faut pouvoir peser dans le débat au niveau du Parlement pour que la législation évolue. Dernière question, rapidement. Alors, quel est votre choix pour les prochaines élections présidentielles? Je ne dirais pas aux électeurs guadeloupéens quel est mon choix, parce que je considère qu'ils sont grands, qu'ils peuvent tout à fait faire ce choix. En ce qui me concerne, je sais pour qui je ne vais pas voter. Je dis très clairement... Alors ? Je ne vais pas voter pour les extrêmes parce que je considère que la France a besoin plutôt de se rassembler, a besoin d'être un pays fort et qu'il ne faut pas diviser les Français. Il faut au contraire porter un grand projet pour la France. Donc je serai très vigilante sur les programmes des uns et des autres. Et je vous les LR comptent sur vous. Hein. Et je vous dis, j'aimerais bien voir un débat autour des personnalités qui proposent des choses très intéressantes pour la France. J'aimerais bien voir un débat entre effectivement tous ces candidats de ce qu'on appelle la droite et l'extrême droite, mais aussi un débat entre Mme Pécresse et M. Emmanuel Macron, parce que je considère que là, on pourra vraiment apprécier qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de
l'énergie, qu'est-ce qu'on fait au niveau du pouvoir d'achat, comment on va régler le problème de la dette. Il y a des vrais sujets qui concernent notre quotidien et moi j'attends un peu des réponses et là on ne les voit pas complètement. Les LR comptent sur vous. Ils se disent, J'aimerais bien c'est une femme de droite, donc forcément, elle sera avec nous. Je sais bien, on compte beaucoup sur vous lorsqu'on a besoin de vous, mais je crois qu'on a surtout besoin que les partis politiques soient à côté de nous pendant toute la mandature. Et bien souvent, les partis nationaux sont absents du débat local, alors qu'ils devraient être, je dirais, présents tout le temps. Un pas mot simplement. sur Christiane Taubira. C'est dommage. Je trouve qu'elle s'est mise dans une vraie difficulté. Je ne pense pas qu'elle aura ses parrainages. C'est vraiment pour quelqu'un qui a occupé des responsabilités aussi importantes, d'être garde des Sceaux pour une ultramarine, c'est quelque chose de non négligeable. Et je pense qu'elle aurait dû réfléchir et peut-être pas faire cette candidature qui est une candidature de trop. Merci Marie-Luce Panchard d'être venue sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission et demain sur ce plateau. Donc nous irons faire un petit tour du côté de tout ce qui se passe actuellement avec notre invité. Vous aurez à le découvrir à 20h demain. Ne ratez pas ce rendez-vous. Excellente soirée à tous.